Monsieur Paulo Gomez, bonjour. Bonjour. Vous êtes d'Orango Investments, une société de conseil en investissement. Il s'agit bien de cela. Vous êtes ici aujourd'hui à Kinshasa à l'occasion de la publication du rapport Risque Pays fait par Bloomfield Investment. Alors, que peut-on encore en dire qui n'a pas été dit? D'abord, ça a été une excellente initiative, je pense, du ministre des Finances et du gouvernement de susciter la notation par une entreprise panafricaine pour lui donner quand même une feuille de route d'une série d'indicateurs dont elle a besoin pour ces réformes. Donc, c'est vraiment à saluer parce que quand vous regardez la question de la gestion du risque, beaucoup plus que la question de l'analyse du risque, c'est la connaissance du risque de ce pays. Et je pense que pour faire une analyse du risque au Congo, il faut connaître le Congo. Et une entreprise africaine qui a pu passer suffisamment de temps et d'interagir avec les acteurs s'est positionnée pour apporter, je dirais, une analyse professionnelle, très rigoureuse, et qui est une excellente feuille de route d'année en année, puisque c'est la deuxième édition, pour pouvoir voir sur quelles réformes se concentrer et aussi éventuellement comment les résultats positifs de ces réformes peuvent permettre de monter la note du pays et bien sûr attirer plus d'investisseurs, améliorer le climat des affaires. Et ça, je pense que c'est excellent. Alors, je pense que pas mal de pays devraient faire la même chose. Alors, on essaie de comprendre, un pays qui veut attirer les investisseurs montre ou demande à ce que soit vu à la place publique ou mis sur la place publique le fait qu'il y a encore des risques chez lui. Est-ce que c'est judicieux ou est-ce qu'il faut plutôt saluer l'auto-évaluation de son système? Vous savez, quand on fait une valorisation ou même une évaluation, c'est un mélange de narrative et aussi de faits. Dans certains cas, pour une entreprise, de chiffres. La narrative, si vous arrivez à la cadrer, elle permet d'expliquer les risques et les incertitudes qui existent. Je pense que c'est une bonne chose que le Congo prenne ce risque qui est mesuré et qui est sur la table d'une façon transparente, de dire que nous allons vers les élections et nous pensons que ces élections-là permettront que cet acte démocratique puisse avoir lieu. Il y a bien sûr des incertitudes, mais c'est les incertitudes qu'on trouve dans pas mal de pays quand on rentre dans un tunnel d'élections. Vous voyez les élections américaines, nous rentrons dans cette incertitude en ce qui concerne les démocrates et les républicains. Donc, je ne pense pas que c'est quelque chose de nouveau. Le pire, c'est de faire la politique de l'autruche et de ne pas faire face, ou en tout cas de ne pas le présenter pour que des gens qui ne connaissent pas la réalité du pays puissent lire et comprendre mieux. Alors, Orango, c'est beaucoup de conseils. La critique énoncée dans ce rapport à l'égard du gouvernement est la lenteur des réformes. Alors, réformes proposées par les partenaires privés au gouvernement, mais difficulté pour ce gouvernement de les mettre en application. Quel conseil donneriez-vous? Alors, vous savez, en matière de réforme dans pas mal de pays, il y a des acteurs qui aiment une certaine gradualité pour pouvoir aussi maîtriser une certaine cohérence. Je pense que quand on fait une réforme, il faut aussi voir le côté de comment vous gardez un côté harmonieux pour pouvoir vendre ces réformes. Ce qui m'a vraiment surpris agréablement, c'est les réformes qui ont été faites en matière de finances publiques. Et je pense que dans ce domaine-là, elles n'ont pas été lentes. Il y a une meilleure maîtrise du déficit. Si vous regardez la dette par rapport au PIB, elle est à 16%. C'est carrément de l'incroyable sur le point de vue global, mondial. Monsieur Zézé a dit qu'un des pays les moins endettés du monde. C'est cela. Et maintenant, il faut voir comment vous allez utiliser cet avantage que je dirais pratiquement compétitif pour pouvoir investir mieux et investir pour un plus grand retour. Donc, c'est
c'est extraordinaire ce qui se fait en matière de la gestion de la dette. Mais aussi, on a vu comment les recettes ont augmenté. Donc, quand il s'agit de prioriser ces réformes-là, je pars du principe que quand vous avez maîtrisé au moins la démarche sur le point de vue des finances publiques, c'est un grand pas, c'est énorme. Même au niveau de l'augmentation de la part du financement public dans la formation du capital brut du pays. Celle-ci aussi a augmenté considérablement. Donc, c'est peut-être des réformes dans le domaine, je pense, secteur privé pour attirer plus de capital, pour créer des mécanismes de partenariat public-privé, la maîtrise, je dirais, de toute la gestion de certaines entreprises publiques. J'ai été aussi agréablement surpris par la qualité des acteurs qui sont en train de mener les réformes en ce qui concerne l'eau et l'électricité. Et c'est primordial. Et il y a une feuille de route qui est très claire de la part de ces gestionnaires. Donc, je pense que vraiment cet exercice annuel, qui est assez rare pour pas mal d'autres pays africains, puisque pas mal de pays africains ont la notation des grandes boîtes de notation Standard & Poor's, etc., mais elle n'est pas couplée avec une notation, je dirais, d'une entité africaine qui a une connaissance du risque africain que les autres boîtes, généralement, n'ont pas maîtrisé encore, puisqu'ils ne sont pas sur le terrain, comme une boîte comme Bluefield l'est en ce qui concerne cet exercice avec le Congo pour une deuxième année consécutive. Alors, ce qu'on ne dit pas de Paolo Gomez, ou ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que vous êtes un ancien de la Banque mondiale, que vous connaissez bien le Congo. On parle beaucoup des atouts du Congo. On a beaucoup aujourd'hui parlé de la diversification indispensable de son économie. Mais est-ce que de ce potentiel, la lenteur dans l'application des réformes va pouvoir faire en sorte que très rapidement, investissement il puisse y avoir? Parce que le but, c'est ça. Investissement au maximum pour production interne, pour production de richesse, pour lutte contre la pauvreté. Alors, il y a deux grandes locomotives en Afrique, c'est le Nigeria et la République démocratique du Congo. Donc, quand vous venez d'un petit pays comme le mien, je viens de la Guinée-Bissau, il est important de regarder ces locomotives, puisque l'effet d'entraînement de ces deux locomotives serait énorme pour le reste de l'Afrique. Donc, il y a toujours un sentiment d'impatience par rapport à ce que le pays puisse atteindre son potentiel, parce que c'est un pays extrêmement riche, mais aussi qui est riche en matière, en ressources humaines. Si vous regardez la pyramide, la démographie de ce pays, je pense que pratiquement plus de 35% ont moins de 15 ans. Donc, c'est aussi une richesse énorme qui est difficilement quantifiable, mais qui peut être couplée à la richesse du sous-sol et de l'agriculture, vraiment avoir un impact énorme. Donc, c'est là où peut-être vient l'impatience, comme il y a l'impatience dans certains acteurs quand on analyse pour dire pourquoi est-ce que Inga ne devrait pas aller plus vite. Notamment. Voilà. Donc, je pense que sur ce point-là, il est clair que en ayant aussi une démarche de notation qui soit, je dirais, en dehors du box, de l'aspect classique des réformes qui sont nécessaires, hein, coupler ça avec un regard qui soit africain, permet peut-être d'aller dans les réformes qui sont prioritaires. Et pas seulement les réformes qu'il faut faire pour des réformes, parce que c'est ça la question. Certainement, il y a eu une volonté de emmagasiner un nombre de réformes qui est peut-être irréaliste par rapport à l'appareil administratif du pays. La bonne nouvelle maintenant, c'est qu'il y a un sens de priorisation et de se concentrer sur les démarches qui sont prioritaires et primordiales. Monsieur Paolo Gomez, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.